Ça va être le moment des questions. On en a déjà 2 qui sont très différentes. Alors Karl, on nous demande si les cartes sont disponibles à l'achat. Oui, donc du coup, je répondais, dans le chat, en même temps, sur, le fait que Ouais, alors il me semble, même si je suis pas sûr à 100 que les cartes de la fresque classiques, on peut y avoir accès lorsqu'on est animateur de la fresque, mais il faut faire la formation d'animateur de la fresque. ouais, ouais. Celles qui nous concernent, pour l'instant, elles sont en test, donc seul un certain nombre d'animateurs y ont accès. Mais suivez nos activités, enfin notre actualité à l'école et vous saurez quand elles seront disponibles à tout le monde. Alors après, on avait déjà une autre question aussi, qui est un peu longue, c'est aussi un commentaire. «Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Comment pensez-vous changer? J'ai vécu 40 années de carrière, 25 de retraite. J'ai suivi durant ces années des cours, des colloques, conférences, lu et écouté un grand nombre d'enseignements spécialistes savants sur les politiques économiques, climatiques et d'environnement. Pour une société aujourd'hui qui m'inquiète beaucoup, pouvez-vous me rassurer pour vos travaux sur par vos travaux sur des décennies meilleures?» Alors, je pense que se rassurer tous ensemble, c'est pas gagné, mais je vais vous laisser répondre, hein, mais je suis vraiment pas persuadée que, d'être dans la peur, en permanence, ça, fasse avancer le Mmh. schmilblick. Alors, moi, c'est vrai que j'ai une, grosse appréhension, enfin pas une grosse mais une grosse méfiance par rapport au discours d'urgence. Alors je renie pas le fait qu'on ait un objectif 2050 ou 2030, enfin le côté urgence. Mais, des fois je me dis, chaque époque a son urgence, chaque époque a ses enjeux. Nous on est là-dedans et alors j'ai ma génération qui a ses enjeux. Je pense que celle de mes grands-parents en avait d'autres et et quelque part, on a aussi c'est peut-être un peu humain, hein, mais trop humain de devoir, toujours un peu, fonctionner comme ça sous la peur ou sous l'urgence. Donc, là, on parle de climat, effectivement, il y a des fois, on voit un peu tout en rouge. Bon, il y aura toujours ces questions de résilience, hein, qui font que tout ne sera pas non plus terminé comme ça du jour au lendemain. Je pense pas, on a toujours le côté, heu, mince, j'ai plus le nom du film avec, Caprio là, mais Heu heu, avec la météorite qui s'explose là sur nous et tout est fini. Don't look up. Dans Don't Don't Look Up, look up, merci. ouais. Je vois pas trop le côté, binaire où, ça y est, si on n'a rien fait, bam, Mmh. tout sera terminé. Il y aura sans doute beaucoup plus de dégâts, partiels, mais voilà. Après, pour le coup, c'était Jean Covici qui ont posé la même question. Il dit: «Bah, moi, j'ai un naturel optimiste, donc de fait, j'ai envie de voir les choses qui vont dans le bon sens. Il y en aura plein qui iront dans le mauvais sens, mais mon naturel étant optimiste, je vais plutôt rester là». Et quelque part, je pense que la réponse, elle est un peu, on connaît déjà un peu la réponse, alors pour le coup, il faut que je paraphrase, Sartre, mais quand il parlait du garçon de café, mais il est déjà, quelque part, il connaît déjà la réponse quand il a posé la question, quoi. Ça Mmh. vient de nous, en fait, la perspective qu'on pose quand on fait une question, quoi. Mais que rajouter après ça, Karl? Non, mais j'ai Non, pas c'est forcément déjà grand-chose à pas mal. rajouter. Je partage le point de vue sur le fait que, heu, effectivement, la situation est sérieuse et qu'il faut la prendre sérieusement, mais qu'il est aussi fort probable qu'on arrive à la surmonter si on s'en donne les moyens. Sébastien, tu as une question? Alors oui, j'avais une remarque, enfin plusieurs remarques peut-être pour vous faire, réagir. C'est assez, marrant je trouve, Carl Pinault, que vous ayez travaillé avec La Turbine parce que je les connais bien. C'est avec, Julia Passo, c'est Ah! ça? Alors Et pas avec Julia, mais une autre personne, oui. oui, Mais mais je connais c'est Julia aussi. mais du coup, il y a un enjeu qui pour moi est un enjeu culturel, parce que c'est une association qui vient du monde de la culture et c'est, justement intéressant qu'il y ait un pont entre design et culture autour de sujets en réalité de communication. Parce qu'il y a, à mon avis, une question, très, culturelle, et de notions, de nouvelles valeurs qui sont à promouvoir dans le champ de la communication, de nouvelles opportunités, de nouveaux savoir-faire, de nouveaux, modes de communication aussi, à la fois, dans la forme. Il y a un étudiant l'an dernier qui a fait un mémoire, un très bon mémoire sur la sobriété éditoriale, par exemple, donc cette notion de sobriété dans la communication. Donc c'est l'idée de ne pas forcément faire dans l'abondance ou dans la quantité, mais peut-être dans la qualité, de s'adresser aux bonnes personnes, de savoir comment on s'adresse à ces personnes, de leur envoyer des messages très personnalisés, voilà, plutôt que d'envoyer, 100 000 mails
en envoyer 5000, mais aux personnes qui sont intéressées par son message, peut-être, quand on parle de communication massive. Dans la conception des outils, il y a aussi cette notion de convivialité qui avait été créée par Illich, un philosophe, qui consiste finalement à dire que les outils, on doit continuer à avoir un pouvoir d'action sur eux, une puissance d'action. Donc, ça consiste par exemple à concevoir des téléphones où on puisse changer des pièces, ce qui serait effectivement bien. Il y a le Fairphone, je pense, qui est dans cette logique-là. Je ne sais pas si on va complètement dans la logique écologique avec le Fairphone, mais en tout cas, il y a cette notion de conception-là qui change cette dimension-là. Et puis sur le fond, vous l'avez dit, hein, il y a de nouvelles narrations, un nouveau storytelling, peut-être travailler sur le jeu davantage, travailler sur la médiation, parce que la fresque du climat, elle travaille à la fois sur le jeu et sur la médiation, c'est-à-dire la rencontre dans la vraie vie avec des vraies personnes. Et ça change beaucoup en termes à la fois peut-être de sobriété, où on parle voilà, de communication qui serait… est-ce qu'on pourrait parler de slow communication? Alors le slow, on le met à toutes les sauces, hein, donc ce n'est pas forcément ce que je vous propose, mais une communication qui soit plus dosée, plus qualitative, plus sobre, peut-être. Voilà, je lance ces pistes de réflexion, c'est ce à quoi vous m'avez fait penser. Je ne sais pas si tu veux commencer, Jean-Charles. Oui, en fait, justement, je pensais un peu au design parce que c'est, non pas pour flatter, mais effectivement, je trouve qu'il y a quand même pas mal ce discours de less is more, enfin, en gros, on fait moins mais mieux. Et justement, je trouve que des fois dans le design, quand on voit un peu, et ça passe aussi dans la réglementation, hein, depuis d'ailleurs 1er janvier, le côté un peu réparabilité, allongement de la durée de vie des produits, justement, le design est quand même pas mal impliqué là-dedans, dans le sens où voilà, le côté conception, enfin, souvent, le bilan carbone, c'est une approche entreprise, et après, l'équivalent de produit, c'est ce qu'on appelle plutôt une ACV, une analyse de cycle de vie, qui prend le relais. Et donc, pour le coup, le côté réparabilité est à intégrer là-dedans. Donc, le design, enfin, la conception en amont, se retrouve bien finalement dans l'impact complet du produit. Et donc voilà, je pense que le côté design, il y a ce côté, on peut remplacer une partie plutôt que le tout. On peut aussi investir sur des choses plus solides, on va dire. Ça coûte peut-être un peu plus cher au début, mais sur le coût total, finalement, on s'y retrouve. Et je vous parle de la réglementation parce que justement, maintenant, c'est aussi passé dans la loi le fait que tous les producteurs, alors ça commence par secteur, hein, mais sur tout ce qui est électroménager, équipement électrique et électroménager, en gros, les fournisseurs doivent maintenant produire les pièces séparées pendant au moins 5 ans. Donc voilà, je pense que c'est des choses qui vont aussi s'implémenter. On sent que c'est quelque chose qui se tapisse progressivement au niveau de la réglementation. Et donc ensuite, voilà, le côté un peu slow, enfin en tout cas moins mais mieux, je pense que c'est quelque chose qui se diffuse un peu de façon très large, hein, que ce soit au niveau des mails ou alors voilà, des objets. Ensuite, bon, moi, quelque part, ce que je tempérerais dans cette question-là, c'est le côté un peu périmètre, c'est-à-dire que quand on est dans les pays développés, on peut se permettre, entre guillemets, d'avoir ce raffinement, d'aller sur des choses de plus quali et moins quanti, parce qu'on a déjà des garages qui sont blindés et on a peu de place dans nos quelques mètres carrés. Quand on est sur les logiques sont ultra différentes quand on est sur des pays en développement, quoi. Donc c'est compliqué aussi, juste pour recouper avec la dernière question un peu pessimiste. Ce que je trouve aussi dur dans ces questions climat, c'est, bon, une fois encore, on s'adresse toujours à une population, enfin, je dirais à un périmètre d'auditoire, d'audimat, mais il y a une diversité qui est énorme sur les questions du climat. Et donc, ce qu'on peut faire, nous, quand on fait notre bilan carbone personnel, on n'a aucune maîtrise sur celui d'un Indien ou d'un Qatari. Donc, c'est ça aussi, des fois, je trouve, qui peut être un peu dur à accepter. Et c'est pas évident, je trouve, comment dire, je trouve que c'est difficile mentalement de réussir des fois à avancer sur le sujet en disant putain, mais en fait, ce que je fais, c'est peanuts par rapport aux 8-9 millions de personnes qui sont autour de moi, quoi. Mais bon, quelque part, à ce compte-là, on peut arrêter tout, quoi. Ouais. Ouais. Ce qui est assez intéressant, c'est que Jean Covici, dans la BD, dit justement que c'est pas rien, en fait, ce qu'on fait à l'échelle individuelle. Et ça change déjà pas mal de choses, quoi. Il ne faut pas rester pessimiste et se dire, bon, tant pis, Faustine. Désolée.
C'est ça aussi être maman. Ça change pas mal de choses aussi de changer à chacun individuellement, hein. Oui, oui. On va dire, on a Et fait de la philo, hein, Claire. Tu sais bien que les stoïciens, ils font bien la distinguo entre ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas. Donc, il y a que comme ça qu'on aura une sérénité d'esprit. Donc, faisons ce qui peut dépendre de nous et comme ça, au moins, je dis pas qu'on aura la conscience tranquille, mais au moins, on essaiera de porter ce qu'on arrive à faire parce qu'on ne pourra pas porter le poids du monde, hein. Pour rebondir sur les questions de Sébastien, effectivement, le terme sobriété, alors à designer éthique, c'est un terme qu'on promeut parce qu'on a véritablement l'impression que pour atteindre une forme de responsabilité numérique globale, la sobriété numérique est probablement la meilleure voie à prendre dans la conception des services numériques parce qu'un service sobre, c'est a priori un service qui effectivement sera éco-conçu, ou en tout cas qui tendra vers une forme d'éco-conception, mais c'est aussi un service qui sera beaucoup plus facilement accessible, un service qui va peu traquer ses utilisateurs parce que s'il est sobre, c'est qu'il n'a pas Google Analytics, etc., etc. C'est aussi un service qui, a priori, aura moins de choses à vendre à un utilisateur quand c'est le cas. Et donc, in fine, cette sobriété, en tout cas d'un point de vue produit numérique, c'est quelque chose qu'on pousse vraiment. Par contre, est-ce qu'il faut aller vers une sobriété éditoriale? Alors, peut-être que oui, sur toutes les entreprises qui ne sont pas nécessaires à la transition climatique, mais quand je vois justement le travail qui peut être fait par, alors on citait Jean Covici, mais on pourrait prendre beaucoup d'autres personnes qui sont dans cette veine de médiatiser ces questions de changement climatique. Je pense à un qui particulièrement n'est pas sobre à mon avis, c'est le média Bon Pote, qui est très présent justement sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, qui est très vindicatif, on pourrait même dire trash, je pense, qui publie énormément de contenu, mais dont l'impact auprès des communautés précisément de LinkedIn ou de ceux qui ont en tout cas l'impact environnemental le plus élevé, les populations les plus diplômées, les plus riches, est à mon sens assez important. Donc j'ai d'une certaine manière envie de dire oui à une forme de sobriété pour celles et ceux qui ne travaillent pas dans les domaines environnementaux, mais pour celles et ceux qui essayent de, de porter le bâton de pèlerin sur ces questions-là. Au contraire, ne soyons pas sobres dans les prises de parole ou dans les contenus qui sont mis à disposition. Mais c'est peut-être une réponse un peu provocatrice. Ben, merci à tous les deux. Je vois que Yasmine aussi avait levé la main. Yasmine, est-ce que tu as une question? Oui, alors en fait, j'ai une question pour chaque intervenant. Ma question pour Karl était de savoir comment est-ce qu'on peut en fait mesurer l'impact lorsqu'on crée un design en termes de communication. Comment on peut faire avant voilà, pour se dire enfin, ouais, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact. Et ma question pour Jean-Charles, ça concernait le fait d'être consultant. Au démarrage, tu as indiqué qu'en fait, tu avais choisi de travailler avec des entreprises qui avaient une sensibilité énergétique. Mais est-ce que lorsqu'on sort d'école, on a déjà, est-ce que tu avais déjà le réseau nécessaire pour, entre guillemets, choisir ce type d'entreprise? Ou est-ce qu'au départ, on est obligé d'accepter un petit peu tout et qu'ensuite, avec les années, le réseau, on peut ensuite se permettre de choisir plus ou pas? Je peux commencer, effectivement. Alors, mesurer l'impact, pour être bien sûr de comprendre ta question, c'est l'impact en termes de communication d'une interface, c'est ça? Oui, l'impact d'une Ouais. interface en termes de communication et de poids énergétique, en fait. Quand tu Ok, parlais d'impact énergétique, ouais. Exactement. Alors, l'impact énergétique d'un service numérique, aujourd'hui, la manière la plus consensuelle pour le calculer, c'est à travers un outil, mais donc, qui est basé sur une méthodologie qui porte le même nom, qui est EcoIndex. EcoIndex, c'est d'ailleurs un site web qui est à nouveau en ligne depuis quelques semaines, je crois. Il
pendant de longs mois été absent. Donc, c'est un site web qui est basé sur une méthodologie d'analyse de cycle de vie qui avait été réalisée il y a quelques années par Frédéric Bordage, qui est en France une des personnes les plus compétentes sur les questions d'impact environnemental du numérique, et donc qui a un collectif qui s'appelle Green IT. Et donc, EcoIndex, c'est une méthodologie qui va prendre en compte un certain nombre de critères d'une page web, typiquement son poids, le nombre d'éléments de balises HTML qu'on va trouver dans cette page, le nombre de requêtes qui sont réalisées à des services tiers, etc., pour en déduire un impact carbone, en tout cas un montant d'équivalent CO2 associé à cette page. Et donc, c'est une méthodologie qui, par contre, est valable uniquement dans un contexte francophone. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, chaque pays a ses typologies d'énergie qui, donc, de fait, ont des émissions carbone qui sont différentes. Et donc, la méthodologie qui est donnée par Green IT, c'est une méthodologie qui s'applique vraiment dans un contexte francophone. Aujourd'hui, c'est vraiment la méthode qui est la plus utilisée et la plus recommandée, et qui est probablement de très loin la plus fiable aussi. Et voilà, si vous allez sur le site EcoIndex, je crois que vous pouvez juste mettre l'URL de votre site et ça va vous donner en retour à la fois la note, enfin en tout cas le poids du site en équivalent CO2, et ça va aussi vous donner un score, donc vous dire si votre site il est A, B, C, D, E, F, un peu comme un logement ou de la nourriture, de manière à vous dire, en fait, vous vous situez de telle manière par rapport à l'ensemble des sites qui peuvent exister aujourd'hui et qui ont déjà été audités avec lui. Voilà pour ce qui est de comment on fait concrètement. Et puis moi, de mon côté, sur le numérique, j'avais vu peut-être aussi, il y a aussi un label qui s'appelle Numérique Responsable, mais c'est pas trop chiffré. C'est plutôt un peu des bonnes pratiques sur le secteur, mais bon, c'est toujours difficile, je trouve, de bien évaluer l'impact CO2 du numérique. Enfin, je ne connaissais pas tes références, donc je regarderai aussi. Pour moi, je me référais que à ce label. Et donc, Yasmine, pour répondre à tes questions par rapport à moi, en fait, mon début de carrière, hein, concrètement, j'ai pas eu le choix, en fait, hein. C'est vrai que quand on commence, moi, j'ai pas eu une fin de parcours qui s'est soldée par un stage d'embauche. Donc, j'ai eu quand même une bonne zone de turbulence là, entre la fin de mes études, où je voulais avoir un salaire, et en face de moi, j'avais des stagiaires qui demandaient 4 fois la moitié, enfin un quart de ce qu'il me fallait, on va dire. Donc, c'était un peu dur. Et en l'occurrence, c'est marrant parce que j'ai commencé par une boîte de communication responsable qui faisait quelques bilans carbone, mais qui en gros, c'était plus sur le côté. Alors, moi, une fois encore, comme je l'ai déjà dit, je cherchais des boîtes qui étaient dans l'environnement. Et du coup, finalement, ce que j'avais plutôt mis en valeur, c'était ce que j'ai appris en école de commerce, hein, de gestion de projet, en fait. Donc, c'était plutôt ça qui a payé. Puis après, donc, j'ai fait plein de petits CDD. Et après, pour le coup, j'ai eu cette boîte, ce CDI chez EcoCert, où pour le coup, c'est un peu une spécialisation par défaut, mais cette position de conseil, consultant, c'est arrivé parce qu'en fait, c'est là où j'ai passé pas mal de temps. Et puis, ça me convenait bien. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis spécialisé. Donc, à la base, voilà, c'est pas un choix d'avoir voulu bosser avec des boîtes qui étaient, on va dire, un peu puristes. C'est plutôt une chance en fait que j'ai eue parce que ça m'a appris plein de bonnes pratiques. Et ensuite, en termes de réseau, en fait, je me suis un peu débrouillé avec mon petit bâton de pèlerin. J'ai fait des recherches internet, j'ai envoyé plein de CV, un peu de recherche Google. J'ai demandé, moi j'étais c'était en 2010 que j'étais diplômé, donc il n'y avait pas encore trop de formation spécialisée développement durable. Donc j'ai pas eu un vrai réseau en fait, hein, sur le sujet. Et voilà. Donc c'est pas une réponse forcément très satisfaisante, mais c'est vrai que voilà, quand on est étudiant, je trouve que c'est ça qui est un peu difficile. C'est soit on arrive à rentrer comme ça, un peu à la française, on a des réseaux, on se fait placer un peu plus facilement que d'autres. Soit quelque part on est un peu comme tout le monde, et on creuse, on creuse, on creuse. Moi, à la base, pour vous dire, je suis niçois, je voulais absolument pas bosser à Paris. C'était mon seul critère de recherche. J'ai dû y remonter. J'ai dû y remonter, j'ai fait avec, et bon, au final, je regrette pas, hein. Mais ouais, j'ai un peu galéré quand même à trouver au démarrage. Mais voilà, je pense que chaque cas est unique, hein. Il y a des spécialités. En 2010, l'environnement, c'était vraiment pas l'apanage de toutes les boîtes. Tout le monde ne demandait pas forcément ça. Aujourd'hui, je pense que c'est pas du tout la même chose, quoi. Voilà. Merci Alors, beaucoup. par rapport à ça, je vais me permettre
de rajouter quelques petits mots. Merci Jean-Charles, parce que je pense que c'est vraiment très intéressant pour nos étudiants quand même de pouvoir se projeter sur le moment où ils vont devoir vraiment rentrer dans la vie active. Et tous les étudiants qui sont là, on va pouvoir en parler mardi là, dans le cours. Et moi, la chose que je dis très souvent et que je redis, c'est que effectivement, pour commencer, il faut d'abord se faire une expérience, mais ça ne veut pas dire être prêt à tout accepter, Oui. parce que les expériences qui sont contre vos valeurs, qui sont profondément contre ce que vous êtes en termes d'individu et d'identité, vont bien souvent se solder de façon catastrophique. Donc, essayez de faire le recoupement entre ce qui est négociable pour vous et ce qui fait vraiment des valeurs très très fortes de votre être. C'est important. Mais on en parlera, les étudiants, mardi. Mhm. Un petit point aussi important, peut-être que je peux noter, parce que j'ai l'occasion là d'accompagner un peu en mentorat là, des plus jeunes, bon, pour le coup, qui font des formations techniques. Mais il y a tout un. C'est vrai que quand quelque part, quand on commence sa carrière, on se dit, mais en fait, j'ai rien à mettre dans mon CV, j'ai pas encore commencé à bosser, quoi. Et pour le coup, il y a quand même pas mal de. C'est pas des soft skills, mais il y a quand même plein de choses qu'on fait à niveau perso qui sont vraiment à valoriser d'un point de vue pro. Parce que voilà, je vous dis, moi, j'ai commencé un peu en valorisant le côté gestion de projet. Bon, moi, j'en avais jamais fait, mais pour autant, je faisais des trucs perso qui font que j'arrivais à montrer que je savais gérer du temps, gérer un budget, gérer un peu des relations humaines, etc. Et donc, ça donne quand même quelques billes pour l'employeur en termes de confiance à donner. Et ensuite, ça, c'est pour le coup, donc j'étais quand même, j'avais un gros passé littéraire, enfin, je l'ai toujours là. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, quand j'étais un peu en phase de CDD en CDD, mes lectures, c'était que des rapports d'entreprise. Et ça, c'est vrai que ça me gavait. Mais quelque part, en fait, il fallait montrer aussi que. Non, mais j'en pouvais plus, hein. C'est vrai que tu rigoles, Claire, mais quand j'ai commencé à pouvoir me replonger dans un classique, putain, ça m'a fait un bien fou. Du coup, c'est vrai qu'il y a quand même cette phase où il faut quand même montrer qu'on s'intéresse à la boîte. Et quand même, je trouve que ça, c'est intéressant quand même quand on prépare un entretien, c'est réussir à montrer qu'on a capté ce que fait la boîte et faire le lien entre nous, ce qui nous intéresse et ce que fait la boîte. Euh, et pour le coup, est-ce que tu disais, Claire, faut pas tout accepter parce que dans tous les cas, il y a un moment le masque qui tombe assez vite et ça se voit tout de suite. Mais après, je trouve que ce qui est pas évident, mais ce qui est aussi intéressant dans cette phase-là, c'est que c'est intéressant de tester des choses différentes parce que c'est comme ça qu'on voit de quel bois on est fait. Moi, mes premiers stages, j'ai demandé à bosser dans une très grosse boîte, enfin 440, et après, juste après, une petite asso qui faisait du développement d'agriculture urbaine dans un quartier social, enfin, difficulté sociale. Bon, quand on fait les deux extrêmes, on sent un peu de quel côté on penche et ça permet un peu d'ajuster la barque, quoi, d'ajuster le tir. Donc, ça, c'est dur d'avoir dès le début le bon coup, quoi. Il faut quand même tester et ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, puis on Enfin, c'est s'en mon irait, expérience hein, en tout cas. si t'imagines si on savait tout de suite tout le chemin avant de le faire, ce serait moins drôle, quoi. Ah, et puis c'est jamais terminé, hein. Quelque part, Ouais, ouais. comment dire, c'est toujours une pâte à modeler, hein, la carrière, hein. C'est pas une fois il n'y a pas de rail sur lequel on est installé ad vitam aeternam. Et c'est ce qui fait que c'est vraiment passionnant tout de même. Ah voilà, il faut le prendre du côté positif. Parce que si on se dit, putain, rien n'est acquis, tout doit toujours être refait du jour au lendemain, on peut être soit accablé, soit se dire, mais en fait, c'est ça qui est sympa. Ah, Yasmine, je vois que tu as encore des questions. Oui, c'était juste pour rebondir sur les propos de Jean-Charles, pour dire que l'équipe de la DOSIP accompagne les étudiants dans la valorisation des candidatures, des compétences, avec ma collègue Isabelle Baroyer, par exemple, qui est là ce soir, à travers le logiciel Parcouréo. On a beaucoup d'événements pour vous permettre de mettre des mots sur vos compétences, réaliser des simulations d'entretien, booster votre profil, votre CV. Donc, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Ah, Sébastien aussi, décidément. Vas-y, Sébastien. Décidément, tout le monde veut parler, hein. Qu'est-ce que On n'est plus c'est dans la phase perturbant. icebreaker là. C'est Ça y est. perturbant tout ça. Alors, oui, donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, je trouve que effectivement chaque carrière, c'est un point de contact entre à la fois ses savoir-faire, ses envies, ses centres d'intérêt. Et c'est intéressant parce qu'on parlait ce matin justement avec les étudiants du lien entre leurs études en sciences humaines et leur métier de la communication éditoriale qu'ils sont en train d'apprendre aujourd'hui.
Et ce qu'on fait là, pour avoir une vision avec un peu de recul, ce qu'on fait là en ce moment, c'est intéressant parce que ça nous permet de concevoir les métiers avec un angle un peu plus large. Pas simplement d'apprendre des savoir-faire et des boîtes à outils, puisque ça, c'est absolument nécessaire de connaître un certain nombre de choses, mais apprendre aussi à réfléchir sur le métier, quoi. Tiens, quel est l'impact écologique de mon métier? Qu'est-ce que ça signifie de communiquer de cette façon ou d'une autre façon? Et je pense que c'est ça aussi qui apporte beaucoup, et c'est ce à quoi sert aussi ce partage d'expérience et cette logique-là aussi dans l'apprentissage. C'est que l'important, c'est pas uniquement d'être une boîte à outils interchangeable qui peut passer d'une entreprise à une autre de manière neutre, comme si l'environnement ne changeait pas. Euh, mais justement, c'est de pouvoir réfléchir à son environnement, aux enjeux de communication. Euh, Par exemple, sur le domaine de la culture, quand on parle de… On s'éloigne un peu de l'écologie, mais peut-être on pourra y revenir sur l'aspect, peut-être qu'il y aura des questions. Mais quand on s'interroge sur la communication culturelle, par exemple, quand on dit, bah, tiens, pour un musée, il s'agit de faire de la médiation culturelle, bah, c'est quand même bien de se poser la question de, tiens, qu'est-ce que c'est la culture? Qu'est-ce qu'on a à transmettre quand on est un musée? Est-ce que c'est transmettre simplement, enfin, est-ce que c'est faire des entrées dans le musée, ou est-ce que c'est aussi être capable de transmettre une vision de l'art ou ce que l'art peut vous apporter, ou enfin, c'est ce que fait très bien la BNF aussi à travers ses expositions ou à travers le site Gallica, par exemple. Et donc, je pense que c'est important pour chacun d'entre nous dans les métiers de la communication. Il y a cette tendance à se transformer un petit peu en expert, mais en même temps, expert se transformer en outil, quoi. C'est-à-dire, ah ok, la communication, communiqué de presse, réseaux sociaux, site internet, etc. Et de voir ça, nos métiers sous l'angle des outils. Et je pense que ce qui est important, c'est de comprendre aussi nos métiers sous l'angle du sens qu'on peut lui donner, quoi. Et du sens et d'une forme de responsabilité sociale aussi. C'est là que je recoupe avec l'idée de la communication verte, parce qu'il faut prendre conscience que nos métiers de la communication, c'est des métiers qui nous engagent énormément en réalité en termes de responsabilité sociale, et on le voit aussi en termes de responsabilité environnementale. Et ça, c'est ce qui est assez nouveau en termes de réflexion autour de nos métiers, puisque il y a encore quelques années, on ne réfléchissait pas trop dans ces termes-là. Bon, ça nous laisse sans voix. Mais Ah, j'ai assommé tout le monde. Là. Quoi, je partageais une conviction, voilà, c'est comme ça. non, 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 mais c'est non, mais c'est intéressant. Mais je regardais s'il y avait quelqu'un qui avait des questions encore. Moi, ce que, en tout cas, je note dans les différentes interventions, c'est que en fait, la question écologique aujourd'hui, elle est centrale, mais elle rejoint beaucoup d'autres questions assez intéressantes. Alors, effectivement, il y a des endroits où c'est la question économique qui est rejointe aujourd'hui à cause du prix des matières premières, mais nous, à la BNF, la question écologique, elle rejoint très très souvent la question de l'accessibilité. Parce que, comme le disait Karl, en fait, à la bibliothèque, on est censé concevoir les contenus pour que ce soit accessible à tout le monde, mais vraiment, hein, que ce soit en termes de connexion, en termes de lisibilité, en termes de niveau d'étude. Et en fait, ben, du coup, on fait en sorte que les pages, elles ne mettent pas 1000 ans à charger, ça c'est certain. Hem, on essaye aussi de concevoir les contenus sur la durée. Alors ça, c'est très spécifique aussi à la maison parce que à la BNF, on fait beaucoup de choses pour l'éternité, apparemment. Mais du coup, on se dit, ben, voilà, on a les moyens qu'on a qui sont pas, incroyables non plus, hein, parce que c'est une institution publique et ben, avec ces moyens-là, on va faire en sorte que, les contenus qu'on fait aujourd'hui soient toujours utilisables dans 5, 10, 20 ans et je crois vraiment que, les questions écologiques, elles peuvent, recouper, d'autres questions, de confort, de bonheur, voilà, il suffit juste qu'on mette le curseur au bon endroit. Ça, c'est certain. Je ne sais pas si, ça vous inspire d'autres réflexions, Bah, Ah, tout à l'heure, on Jean-Charles, parlait de…
Pardon. Vas-y, Karl. Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, effectivement, tout à l'heure, on parlait de communication qui puisse être plus sobre. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, je ne sais plus si c'est 6 jours ou 6 semaines, mais il me semble que c'est l'un des deux, et j'ai tendance à croire que c'est 6 semaines, la durée de vie moyenne d'une page sur Internet aujourd'hui. Et ouais, typiquement, là, effectivement, on n'est pas dans cette éternité que tu qualifiais pour la BNF, on est plutôt dans une production massive de contenu qui vont avoir une utilité à un moment donné, mais qui effectivement vont très vite passer soit de mode, soit d'intérêt. Euh, et donc, de ce point de vue-là, je ne peux que rejoindre ce que tu disais et réaffirmer cet intérêt à effectivement avoir une forme de sobriété dans les productions. Alors, de mon point de vue, en termes de services et de produits, peut-être du vôtre d'un point de vue éditorial, mais en tout cas dans l'espace numérique. Jean-Charles. Non, j'allais dire, ce que je trouve pas évident dans la question de la sobriété, c'est en fait qui fait le choix, parce que tu vois, par exemple, quand on parle un peu des rentrées littéraires où il y a des centaines et des centaines de bouquins, on n'est même pas capable de les mettre dans un rayonnage tellement il y en a. Bon, chacun a envie de pousser un peu son bouquin sur la table, quoi. Donc, c'est ça que je trouve, c'est ça là où j'ai du mal, moi, en tout cas, à bien voir la sobriété, c'est qui choisit, en fait, qui se restreint ou qui dit non, mais là, c'est stop, parce que finalement, je pense que est-ce que c'est pas au niveau de l'éditeur qui se dit non, mais là, ça sert à rien de pousser 10 ouvrages, il n'y en a que 2 qui vont sortir du lot. Ça, c'est des logiques que j'ai pas. Et ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, je me dis aussi, est-ce que quelque part, aujourd'hui, si je reprends, allez, les classiques, voilà, il nous en reste quelques-uns sur je ne sais pas combien d'années par le passé. Bon, j'imagine qu'il y a eu aussi une sacrée phase d'écrémage. Et peut-être que nous-mêmes, on va. Enfin, chaque époque a eu un peu quelque part sa profusion et les quelques-uns qui sont restés. Donc, c'est juste, voilà, j'ai du mal en fait à voir comment est-ce qu'on arriverait à exploiter ce projet de sobriété éditoriale, si je parle juste papier, parce que effectivement l'Internet, c'est une profusion et c'est la règle. Même dans ma boîte, on me dit, vas-y, il faut balancer du webinaire parce que sinon, c'est les autres qui vont prendre le relais, même s'il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Faut montrer qu'on est présent, 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 quoi. Et, enfin, des fois, même quand on voit des pubs, ne serait-ce que McDonald's dans la rue, où il n'y a même pas un logo et même pas un slogan, juste une image pour dire, hey, oh, on est toujours là, et que le stimuli d'aller bouffer un hamburger soit quand même là au quotidien. Bon, c'est vrai que c'est ça qui est dur, je trouve, d'aller un peu dans le contre-sens du vent. Il y a une profusion d'informations et je sais pas il y aura jamais un arbitre qui dira non mais là les gars on arrête, on coupe le robinet, il y en a trop, quoi. C'est là où j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut agir là-dessus, quoi. Sauf en tant que consommateur où on dit non mais là stop, j'éteins l'écran et j'arrête, quoi. Alors justement, avant d'éteindre l'écran, je vois que Isabelle, vous avez une question. Je vous laisse ouvrir votre Oui. micro. Alors, c'est plus la prolongation des informations que Yasmine nous a présentées, mais et une prolongation des idées qui viennent d'être apportées. On a parlé de soft skills pour nos étudiants. Nous savons que dans les études de lettres, arts, langues et sciences humaines, la créativité est développée dans ces études. Et on peut parler de créativité divergente ou de créativité convergente. Donc la créativité divergente, c'était d'avoir des idées nouvelles, mais sans se préoccuper du contexte, des contraintes, des deadlines et des ressources qu'on a à disposition. Et à l'inverse, la créativité convergente permet d'avoir des idées originales tout en respectant un contexte. Peut-être qu'on pourrait se dire, pouvons-nous aussi prendre en compte cet impact sur notre planète en nous disant, nos étudiants peuvent aussi être en apport de créativité plutôt convergente que divergence. Voilà, alors nous avons des tests de personnalité pour évaluer un petit peu leur motivation et l'environnement professionnel et ce qui prédomine dans leur profil. Et très souvent, on voit cette créativité ainsi que la conception prédominer dans les profils de nos étudiants d'art, lettres, langues et sciences humaines. Voilà, c'était cette petite réflexion et complément d'information sur les soft skills. Merci, c'est très, très joli et très intéressant. Et j'arrête pas de leur dire qu'ils sont formidables à nos étudiants. Yasmine, je vois que tu as levé la main Oui, encore. c'est une dernière
une dernière remarque par rapport aux propos de Jean-Charles. Du coup, nous, on organise à peu près 200 événements à l'année pour accompagner les étudiants vers l'orientation et l'insertion professionnelle. Et donc, en fait, on avait la problématique de comment communiquer autour de ces événements parce qu'on avait trop de choses, en fait, avec également les événements qu'il peut y avoir liés à l'orientation et l'insertion professionnelle en Île-de-France. Donc, on a établi une stratégie différente et on a créé un Padlet dans lequel on met en fait tous les événements extérieurs. Et du coup, sur notre plateforme à nous, en ligne, on ne valorise du coup que nos événements. Comme ça, ça permettait d'éviter un flux trop important et de trop noyer. Voilà, c'était juste un petit partage en termes de réflexion de stratégie de communication. Eh ben, merci, c'est très intéressant. Je vois qu'on approche de la fin. Donc, je vais commencer par remercier vraiment Jean-Charles et Karl d'avoir pris le temps pour nos étudiants et pour nos autres auditeurs ce soir. Vraiment, merci parce que je sais que vous êtes tous les deux et occupés et sollicités. Donc, c'est une chance pour eux et pour nous de vous avoir ce soir. Je vais aussi remercier Sébastien et le master parce que ce soir, c'est la dernière séance des partages d'expérience de l'année. Donc, il va falloir attendre l'année prochaine pour avoir les nouveaux partages d'expérience. Et bien, j'ai hâte, moi, de retrouver les étudiants pour les préparer à la vie professionnelle dès mardi. J'en profite pour leur passer un message. Il faut que vous m'envoyiez vos CV. Je les attends. Sinon, on ne pourra pas avancer. Vous m'envoyez ça. Ça, c'est Voilà. vraiment un message de service, message interne.